Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée au Royaume-Uni en 2012. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, je tiens sincèrement à vous remercier pour votre soutien, pour chaque j'aime, abonnement ou commentaire laissé. Tout cela a un impact énorme sur le développement de la chaîne, et si vous aimez ce que je fais, je vous invite à aimer la vidéo ou à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Merci d'avance. Passons maintenant à l'histoire d'aujourd'hui, dont les protagonistes sont Patricia et Robert Seddon. Pat et Bob, comme les appelaient tous ceux qui les connaissaient, étaient mariés depuis de nombreuses années. Ils s'étaient mariés en 1966. Au début de leur mariage, ils vivaient dans le village de Timperley, en Angleterre. Bob travaillait à l'aéroport où il s'occupait principalement du chargement des valises dans l'avion, tandis que sa femme était femme de ménage. Ils étaient des gens modestes mais heureux. Et leur bonheur était encore plus grand lorsque les enfants du couple sont venus au monde. 1 an après leur mariage, leur fils Steven est né et 2 ans plus tard, leur fille Leslie est née. Il semblait que Robert et Patricia avaient tout ce qui était le plus important dans la vie. Des enfants en bonne santé et un travail qui n'était peut-être pas exceptionnellement bien payé, mais suffisant pour subvenir à leurs besoins de base. Mais lorsque Leslie avait 7 ans, il s'est avéré qu'elle n'était pas aussi en bonne santé qu'on le pensait au début. On lui a diagnostiqué une épilepsie, ce qui a poussé ses parents à lui consacrer beaucoup plus de temps. On ne sait pas si le fait que Robert et Patricia se soient surtout concentrés sur Leslie à ce moment-là, sans accorder assez de temps à Steven, a été la principale raison pour laquelle Steven a commencé à fréquenter de mauvaises personnes. Néanmoins, à ce moment-là, Steven a commencé à traîner avec des individus qui l'ont mis sur la mauvaise voie, causant ainsi de nombreux problèmes à ses parents. Steven se livrait à de petits vols, ce qui ne faisait que lui causer des ennuis. Il est arrivé plusieurs fois que le garçon soit attrapé par la police, mais à chaque fois qu'il faisait quelque chose d'illégal, Patricia lui pardonnait. Peut-être éprouvait-elle des remords de ne pas lui avoir consacré assez de temps, ce qui a conduit Steven à chercher des personnes disposées à lui accorder toute l'attention dont il avait besoin. Quoi qu'il en soit, à la maison, il n'avait pas à craindre les répercussions de ses actes. Il semblait que Steven ne mènerait pas une vie très réussie et qu'il aurait peut-être toujours des problèmes avec la justice. Cependant, dans la vingtaine, il a quitté la maison familiale et s'est installé à Manchester, où il a fondé une entreprise de conseil avec un ami. Il se consacrait à conseiller sur les subventions disponibles pour les petites entreprises. Il recherchait toutes les subventions possibles, tant du Royaume-Uni que de l'Union européenne. Pour ce service, il facturait des honoraires de 300 livres, et en réalité, il ne manquait pas de clients, ce qui faisait que leur société se développait assez bien. Steven et son ami gagnaient de plus en plus d'argent sans avoir à se plaindre du manque de liquidité. La vie personnelle de Steven s'améliorait également. À la fin des années 90, il a rencontré une femme qui est devenue son épouse quelque temps plus tard. Peu après leur mariage, le couple a emménagé dans le nord-est de l'Angleterre, dans la ville de Seaham, située à plus de 200 km de la maison familiale. Cela signifiait que Steven voyait ses parents moins souvent, en raison de la distance qui les séparait. À l'époque, Robert et Patricia vivaient à Salles, une localité où ils avaient déménagé après la mort de la mère de Robert. Lorsqu'elle était décédée, le couple avait décidé d'acheter la maison qu'elle occupait. Elle était plus grande que celle qu'ils louaient dans le village de Timperley. De plus, cela leur permettait de ne plus être obligés de louer. Le couple vivait toujours avec leur fille Leslie. Mais après que Steven ait déménagé à Seaham avec sa femme, un nouveau membre de la famille est apparu dans la maison de Robert et Patricia. Leslie a donné naissance à un fils au nom de Daniel, mais le garçon n'était pas tout à fait en bonne santé. Il est né avec un handicap et depuis sa naissance, il nécessitait des soins constants de Leslie et de ses grands-parents. Patricia et Robert essayaient tous deux d'aider leur fille à élever l'enfant. Ils savaient qu'elle pourrait ne pas s'en sortir seule, contrairement à son frère, qui réussissait brillamment en dirigeant une entreprise de plus en plus rentable. En 2 ans d'existence de cette société, Steven et son associé avaient récolté plus de 5 millions de livres des propriétaires d'autres entreprises qui leur versaient de l'argent pour trouver des financements.
Steven profitait alors de la vie autant qu'il le pouvait. Il conduisait une Bentley, emmenait sa femme en vacances de luxe, où il séjournait toujours dans les hôtels les plus chers. Il s'est même acheté un petit yacht. Ses parents étaient très fiers de lui pour avoir réussi à atteindre un tel succès. Mais il s'est avéré que tout n'était pas aussi parfait que cela en avait l'air de l'extérieur. Le problème était que Steven et son associé prenaient volontiers l'argent de leurs clients, mais ils ne faisaient jamais aucun travail. Ils ne cherchaient aucun financement, ils informaient simplement leurs clients après un certain temps qu'il n'y avait aucun financement pour leur entreprise, et de cette manière, sans rien faire, ils recevaient 300 livres de chaque client. Steven était très convaincant dans ce qu'il faisait. La plupart des gens croyaient ce qu'il leur disait, mais finalement, quelques personnes ont commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Et lorsque l'inspection du travail a commencé à s'intéresser à eux, la vérité a commencé à éclater. Et en l'an 2000, Steven a comparu devant le tribunal, accusé de fraude et d'extorsion d'argent. Il a été condamné à 1 an de prison. Ses parents ont été très affectés par cela. Le fait que leur fils se retrouve en prison était pour eux une tragédie personnelle. Ils pensaient que cette période où Steven se mettait dans toutes sortes de problèmes était derrière lui. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'après avoir cru qu'il s'était remis sur pied, ils devraient le visiter en prison. Mais quelques années plus tard, en 2008, il s'est avéré que ce n'était pas la plus grande tragédie qui les avait frappés. Un jour, Robert et Patricia étaient assis dans la cuisine avec leur petit-fils Daniel, attendant que Leslie descende pour prendre le petit déjeuner avec eux. Comme elle ne descendait pas, Patricia a décidé d'aller dans sa chambre. Peut-être qu'elle ne s'était pas encore réveillée, bien que cela ne lui ressemblait pas. Et lorsqu'elle s'est tenue devant la porte de la chambre de sa fille, Leslie ne répondait pas du tout. Patricia est donc entrée. Elle a alors vu sa fille allongée sur le lit. Leslie était déjà morte. Elle avait eu une crise d'épilepsie pendant la nuit qui avait conduit à sa mort. Robert et Patricia ont été terriblement affectés par la mort de Leslie. Ils savaient qu'elle était malade, mais ils ne s'attendaient pas à ce que la maladie leur enlève leur fille si tôt. Cependant, malgré la douleur terrible qu'ils ressentaient après sa mort, ils savaient qu'il devait être fort pour son fils. Daniel avait alors 12 ans, mais en raison de son handicap, il nécessitait des soins constants de leur part. Ils n'avaient cependant pas l'intention de le placer dans un centre. Ils avaient déjà plus de 60 ans, mais ils avaient encore assez de force pour s'occuper de son éducation et de ses soins. Au début, ils s'occupaient de lui 7 jours sur 7, mais avec le temps, ils ont décidé que le garçon passerait quelques jours par semaine avec un tuteur. Quand il était sous la garde du tuteur, Patricia et Robert avaient alors un peu de temps pour eux. Ils pouvaient alors se reposer un peu ou s'occuper de leurs affaires. En plus de prendre en charge l'éducation de leur petit-fils, ils aidaient également leur fils Steven, qui, après être sorti de prison, avait des difficultés à se remettre sur pied. Il ne parvenait pas à trouver un emploi qu'il pourrait garder longtemps. Dès qu'il en trouvait un, il y travaillait pendant une courte période et finissait par démissionner. Souvent, pour cette raison, il y avait des périodes où Steven était sans emploi. Patricia et Robert savaient qu'il avait du mal à s'en sortir. Ils voulaient l'aider à recommencer sa vie après sa sortie de prison. C'est pourquoi ils ont décidé de lui donner leurs économies et de contracter un prêt pour acheter une maison pour leur fils. Peut-être qu'une fois qu'il aurait son propre logement, ce serait plus facile pour lui. Et le couple a donné à Steven une somme d'argent considérable. Les sources varient. Selon certaines sources, c'était 23 000 livres sterling et selon d'autres, 40 000. Quelle que soit la véritable somme, Patricia et Robert ont donné à leur fils autant d'économies qu'ils pouvaient. Ils tenaient à ce qu'il puisse enfin se construire une vie. Et grâce à leur aide, Steven a emménagé avec sa femme et ses 3 enfants dans une petite maison mais qui leur appartenait. Il était très reconnaissant envers ses parents pour leur aide. Il savait que sans ce qu'ils avaient fait pour lui, ce serait beaucoup plus difficile. La maison n'était peut-être pas un rêve devenu réalité, mais elle lui appartenait. Steven et sa femme n'avaient plus à se soucier de payer le loyer. Steven a beaucoup apprécié ce que ses parents ont fait, et pour les remercier de tout, il a décidé de les inviter ainsi que Daniel à dîner au restaurant. Comme c'était aussi la fête des mères à cette époque, il a décidé de combiner les 2 occasions et de passer une soirée agréable en famille. Le 20 mars 2012, Steven est arrivé devant la maison de ses parents, avec une voiture de location. Il n'a pas pu venir avec la sienne car elle était en panne.
Il l'avait laissée chez le mécanicien. Tout le monde est alors monté dans cette voiture et ils sont partis en direction du restaurant. Cependant, en route, Steven a soudainement commencé à se sentir mal. Ses parents ont vu que sa main était sur sa poitrine et ont pensé qu'il pouvait avoir des problèmes cardiaques. Mais Steven continuait de conduire et il était évident que son état s'était détérioré au point qu'il ne pouvait plus se concentrer sur la route. Malheureusement, cela a conduit la voiture à tomber dans un canal au bord de la route. Heureusement, une femme qui conduisait sur la même route que Steven a vu toute la scène et a immédiatement appelé les secours. Cette femme n'a vu personne sortir de la voiture avant qu'elle ne commence à s'enfoncer dans l'eau. Ce n'est qu'après un moment que les personnes sur la rive ont remarqué qu'une personne avait réussi à sortir de la voiture. C'était Steven, qui, en s'accrochant au toit, essayait de sauver ses parents, et Daniel. Il frappait de toutes ses forces les vitres de la voiture avec ses pieds. Cependant, avant que les policiers n'arrivent sur les lieux, Steven a réussi à sortir Daniel de la voiture. Il l'a laissé sur la rive sous la surveillance des personnes présentes et est immédiatement retourné dans l'eau pour essayer de sauver ses parents. C'est alors que les policiers sont arrivés sur les lieux et ont aidé Steven. Ils ont d'abord sorti Robert de la voiture, mais Patricia était toujours à l'intérieur, assise sur le siège arrière. La seule façon de la sauver était de briser la vitre arrière de la voiture. Et de cette manière, les policiers et les pompiers, qui étaient également arrivés sur les lieux de l'accident, ont réussi à sortir la femme de la voiture. Vu que Patricia était restée quelque temps sous l'eau, donc elle était déjà inconsciente. Il fallait l'emmener immédiatement à l'hôpital. Les autres personnes qui se trouvaient auparavant dans la voiture semblaient se sentir assez bien. Steven et Robert ont répondu aux questions des policiers concernant cet accident, mais lorsque Steven a raconté ce qui s'était passé, il a dit qu'il avait soudainement ressenti une douleur assez forte dans la poitrine, après quoi il n'avait plus été capable de contrôler la voiture. Pendant qu'il répondait aux questions des policiers, il s'est soudainement effondré au sol. Il a été transporté à l'hôpital pour des examens complémentaires. Cependant, ceux-ci n'ont révélé aucune anomalie. Les médecins avaient du mal à déterminer ce qui s'était passé avec Steven. Ce n'était certainement pas une crise cardiaque. Et après avoir effectué divers examens, l'homme a été renvoyé chez lui. Malheureusement, sa mère devait encore rester à l'hôpital. Son état était critique. Les médecins faisaient tout leur possible pour sauver sa vie. Après un certain temps, son état a commencé à s'améliorer et après avoir passé quelques jours dans le service hospitalier, elle a également pu rentrer chez elle. Tous les habitants de Salles et des localités environnantes ont entendu parler de ce qui s'était passé près du canal. Ils savaient que Steven, bien qu'il ne se sentait pas bien lui-même, avait immédiatement commencé à sauver les membres de sa famille après être sorti de la voiture. Cette histoire a également intéressé les médias locaux qui ont volontiers écrit sur l'acte héroïque de Steven. Des interviews avec Steven sont apparues dans les journaux où il racontait tout l'incident. Il est devenu un héros local en sauvant sa famille. Mais cet accident a laissé une grande empreinte sur Patricia et Robert. Il leur était difficile de reprendre leur vie quotidienne après cela. Ils avaient constamment des maux de tête. Il n'était pas facile pour eux d'oublier cela. Tous deux avaient des problèmes d'insomnie, et lorsqu'ils parvenaient à s'endormir, ils étaient hantés par des cauchemars liés à cet accident. Il était évident qu'ils continuaient à revivre encore ce qui s'était passé. Ceux qui les connaissaient savaient qu'ils n'étaient plus les mêmes personnes qu'avant. Robert et Patricia ont commencé à avoir des états dépressifs, bien qu'ils aient vraiment essayé d'oublier tout cet accident. Mais comme ils s'occupaient toujours de Daniel, ils savaient qu'ils devaient se ressaisir au moins pour lui. Seulement, tout cela n'était pas si facile. Les mois passaient, et le couple de retraités n'avait toujours pas réussi à retrouver leur état psychologique antérieur. Et environ 3 mois et demi après l'accident, le 6 juillet 2012, après les vacances de quelques jours chez son tuteur, Daniel est revenu chez ses grands-parents, avec son tuteur. D'habitude, quand il arrivait devant la maison, Patricia se tenait à la fenêtre et lui faisait signe, et Robert se tenait devant la maison en attendant son petit-fils. Mais cette fois, aucun d'eux n'était visible. Patricia n'était pas à la fenêtre, et Robert n'était pas devant la maison. Et ce qui était encore plus étrange, c'est que lorsque le tuteur du garçon a sonné à leur porte, personne n'a répondu. Le tuteur est allé voir s'il n'était pas dans le jardin derrière la maison, mais il n'y était pas non plus. Étonné par toute cette situation,
Il a regardé par la fenêtre à l'intérieur et ce qu'il a vu l'a immédiatement poussé à prendre son téléphone et à appeler le numéro d'urgence. Par la fenêtre, il a vu Robert assis sur le canapé, mais ce qui l'a terrifié, c'est qu'il tenait une arme à la main. Lorsque les policiers sont arrivés chez le couple, ils sont entrés. Et la première chose qu'ils ont vue était Patricia allongée sur le sol dans le hall. La femme était morte et la blessure à la tête indiquait que quelqu'un avait tiré sur elle. Robert se trouvait sur le canapé. Dans son cas, la blessure était située au niveau de la poitrine. Lui aussi était déjà mort. Tout indiquait que le couple n'avait pas pu surmonter la mort de leur fille, Leslie, et leur accident. Ces événements avaient conduit à une détérioration de leur état mental et ils avaient peut-être décidé de se donner la mort. Était-ce une décision commune ou peut-être seulement celle de Robert, qui avant de se suicider, avait d'abord tué sa femme? Les enquêteurs devaient déterminer tout cela. Les personnes qui connaissaient bien Patricia et Robert ont été choquées lorsqu'elles ont appris leur mort. Elles savaient que les derniers mois n'avaient pas été les plus faciles pour eux, mais elles étaient également conscientes qu'ils étaient des personnes responsables qui s'occupaient de leur petit-fils. Tout indiquait que Robert avait tué sa femme, puis s'était suicidé. Cependant, les policiers devaient tout vérifier pour exclure la participation de tierces personnes, et lorsqu'ils ont examiné la blessure à la poitrine de Robert, il s'est avéré qu'il était impossible qu'il ait appuyé lui-même sur la détente. La balle qui avait touché Robert avait été tirée à une distance d'1,5 mètre de lui. La taille de la blessure l'indiquait. La position de l'arme elle-même a confirmé également que Robert ne pouvait pas l'avoir fait. Elle reposait sur les genoux de l'homme. S'il avait vraiment appuyé sur la détente, elle serait probablement tombée quelque part sur le sol. Et si ce n'était pas Robert, qui avait tué sa femme, puis s'était suicidé, mais qui les en voulait alors? Ils ne semblaient pas être des personnes ayant des ennemis leur souhaitant la mort. Les policiers, au cours de l'enquête, ont parlé à toutes les personnes connaissant le couple, leurs familles, leurs amis, leurs voisins et même leurs médecins de famille. Et c'est justement la conversation avec le médecin de Robert qui a donné une toute autre perspective à cette affaire. Il s'est avéré que Robert l'avait vu peu de temps avant sa mort et au cours de cette visite, il avait partagé avec le docteur ses inquiétudes concernant l'accident survenu quelques mois plus tôt. Pendant tout ce temps écoulé depuis cet accident, Robert y avait beaucoup réfléchi, et plus il y pensait, plus il était certain que ce n'était pas un accident normal. Robert avait raconté au médecin comment, peu de temps après cet incident, il était chez son fils et avait remarqué sur son téléviseur un document indiquant ce qu'il fallait faire si une voiture se retrouvait dans l'eau. Cela lui avait semblé très étrange. Était-ce une coïncidence? Ou son fils avait-il essayé de les tuer tous, et s'était-il préparé à s'en sortir vivant? Robert avait le pressentiment que c'était plutôt la deuxième option. Pour une raison quelconque, Steven voulait les tuer. Le médecin, en entendant les soupçons de Robert, lui avait proposé de les signaler à la police, mais Robert ne voulait pas le faire. Il avait dit qu'il devait d'abord en parler à son fils. Cette conversation avec le médecin de famille a fait que les policiers ont commencé à prendre Steven comme un potentiel suspect. Auparavant, les policiers n'y avaient même pas pensé. Immédiatement après la conversation avec le médecin, l'homme a été arrêté et conduit à Manchester où il a été interrogé. Steven était très indigné par tout cela. Comment les policiers pouvaient-ils le soupçonner de cela? Après tout, c'étaient ses parents. Cependant, pour que les enquêteurs puissent exclure sa participation à ce crime, ils devaient déterminer l'heure à laquelle le crime avait eu lieu. Et au cours de l'enquête, ils ont réussi à établir plusieurs informations qui ont permis de déterminer une plage horaire pendant laquelle le couple avait été tué. Les voisins du couple ont dit aux policiers que chaque mercredi, les habitants de la rue où vivait le couple sortaient leurs poubelles, qui étaient ramassées le jeudi. Ils se souvenaient que devant la maison de Patricia et Robert, une telle poubelle n'était pas apparue le mercredi 4 juillet. Les voisins savaient également que Patricia étendait son linge dans le jardin chaque jour et faisait la même chose tous les jours. Le matin, elle étendait les vêtements blancs, et une fois ceux-ci secs, elle étendait les vêtements plus foncés. Le mercredi 4 juillet, seuls des vêtements blancs étaient apparus sur le séchoir. Personne ne les avait enlevés ni n'avait étendu de vêtements foncés. Sur les caméras de surveillance de la ville de Salles, les policiers ont réussi à apercevoir Robert,
qui ce même jour du 4 juillet sortait d'un magasin de frites quelques minutes après midi. Les policiers ont également découvert qu'après son retour à la maison, il avait reçu un appel téléphonique et avait terminé la conversation à 12h24. C'était sa dernière conversation. Lorsque quelqu'un a de nouveau appelé son téléphone fixe à 16h20, ni lui ni Patricia n'ont répondu à cet appel. Cela a donné aux policiers une fenêtre de 4 heures pendant laquelle le meurtre aurait pu avoir lieu. Mais Steven n'a cessé de répéter qu'il était innocent. Ce n'était pas lui qui avait tué ses parents, et il n'avait aucune idée de pourquoi il aurait fait cela. Il avait également un alibi. 2 jours plus tôt, le lundi, il était parti avec toute sa famille pour quelques jours à la mer. Cet endroit était à près de 3 heures de route de chez lui. Et alors qu'il y séjournait, le mardi soir, il s'est rappelé que le lendemain, il devait se rendre à un rendez-vous à l'agence pour l'emploi. Steven n'avait pas le choix. Le mercredi matin, après 5 heures, il est monté dans sa voiture et a fait un trajet de 3 heures pour rentrer chez lui. Lorsqu'il est arrivé, il a eu le temps de boire un café. À l'approche de 10 heures, il est sorti de chez lui pour se rendre à l'agence. Mais il a eu une mauvaise surprise. À ce moment-là, il y avait une coupure de courant et Steven ne pouvait pas ouvrir la porte du garage où sa voiture était garée. Il n'avait pas d'autre choix. Ne voulant pas être en retard, il a couru aussi vite que possible pour être à l'heure. À l'agence, il a fait tout ce qu'il fallait et est immédiatement rentré chez lui. Comme il n'y avait toujours pas de courant, il s'est endormi et lorsqu'il s'est réveillé, il a pu ouvrir la porte du garage. Il est immédiatement retourné à Fleetwood où sa famille l'attendait. Les policiers ont vérifié la localisation de son téléphone et cela a confirmé les dires de l'homme. Son téléphone se trouvait à Siam pendant presque toute la journée. Ces dires ont également été confirmés par les employés de l'agence pour l'emploi. Ils avaient vu Steven le mercredi à 10 heures du matin et ces employés se souvenaient bien qu'il était venu à ce rendez-vous essoufflé car il avait dû courir tout le chemin depuis chez lui. Est-ce que tout cela signifiait qu'il était innocent et que Patricia et Robert avaient été tués par une toute autre personne? Théoriquement, c'est ainsi que cela s'est passé, mais les policiers, au cours de l'enquête et de la vérification de l'alibi de l'homme, ont découvert quelque chose qui a suscité leur intérêt. Comme Steven avait déclaré qu'il se trouvait ce jour-là au bureau de l'agence de l'emploi, les enquêteurs ont vérifié les enregistrements de surveillance situés sur le bâtiment du bureau. Et l'enregistrement a également confirmé les déclarations précédentes de Steven. Vers 10 heures, il est apparu dans ce bâtiment. Cependant, les enquêteurs ont été intéressés par autre chose. Ils ont remarqué qu'un peu avant que Steven n'apparaisse sur cet enregistrement, une voiture s'est égarée dans une rue proche de cette agence, et c'est de cette direction que Steven était venu. Et quand il a quitté le bâtiment de l'agence de l'emploi, il est allé en direction de cette voiture, et peu de temps après, le véhicule est parti. Les policiers n'ont pas pu déterminer si l'homme était monté dans cette voiture ou si c'était juste une coïncidence. La caméra ne couvrait qu'une petite partie de ce véhicule et les enquêteurs n'ont pas pu le déterminer. Toutefois, il était très surprenant que précisément au moment où Steven est arrivé à l'agence, quelqu'un ait garé cette voiture et qu'après le départ de Steven, cette même personne soit partie. Malheureusement, cet enregistrement n'a pas permis de déterminer les numéros d'immatriculation de cette voiture, ni même de savoir quelle en était la marque. Cependant, les policiers ont remarqué qu'à ce moment-là, alors que la voiture était garée, un bus passait dans une rue perpendiculaire. Le bus étant équipé de caméras, les enquêteurs espéraient que l'une d'elles puisse capturer ce véhicule. Ils ont eu raison. Après avoir vérifié les enregistrements des caméras de ce bus, ils ont pu identifier la voiture. Il était déjà clair qu'il s'agissait d'une BMW bleue, mais la qualité de cet enregistrement n'a pas permis de déterminer les numéros d'immatriculation. Mais au cours des discussions avec la famille et les amis de Steven, il a rapidement été possible de déterminer à qui appartenait cette voiture. Le beau-frère de Steven a admis que ce mercredi-là, jour du meurtre de Patricia et Robert, Steven s'était présenté chez lui le matin et lui avait demandé de lui prêter une voiture. Il s'agissait d'une BMW bleue, exactement comme celle visible sur l'enregistrement. Le beau-frère a confirmé qu'il avait prêté la voiture à Steven, qu'il avait rendue après quelques heures. Il s'est donc avéré que Steven avait accès à une voiture et ne se déplaçait pas à pied en ville, contrairement à ce qu'il avait affirmé aux policiers. Il avait également la possibilité de faire le trajet entre la ville où il vivait et celle où habitaient ses parents.
Bien que le trajet aller simple puisse lui prendre 2h30, il était capable de le réaliser. Les enquêteurs devaient maintenant trouver une confirmation que la BMW empruntée se trouvait ce jour-là dans les environs de Salles. Une fois qu'ils ont obtenu les numéros d'immatriculation de cette voiture, cela est devenu beaucoup plus facile. Le système de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation a immédiatement indiqué l'itinéraire emprunté par la voiture. Ce jour-là, quelqu'un avait conduit cette BMW de Seaham en direction du Grand Manchester, précisément dans la ville de Salles. À 13h55, cette voiture a été capturée par une caméra dans une rue proche de la maison de Patricia et Robert, se dirigeant vers leur domicile. 28 minutes plus tard, la même caméra a enregistré cette voiture venant de la direction où vivaient les retraités. Le système de reconnaissance des plaques d'immatriculation a indiqué que la voiture avait ensuite emprunté le trajet inverse, retournant du Grand Manchester vers Seaham. Et comme à ce moment-là c'était Steven qui se trouvait en possession de cette BMW, il n'y avait aucun doute que c'était lui qui conduisait cette voiture. Mais pourquoi aurait-il tué ses parents? Après tout, ils étaient des parents que beaucoup de gens pourraient lui envier. Il l'aidait autant qu'il le pouvait. Grâce à eux, il avait une maison où il vivait avec toute sa famille. Quel aurait pu être le mobile de ce crime? Les enquêteurs se sont alors intéressés à savoir si l'accident de voiture survenu quelques mois avant la mort du couple était réellement un accident, ou si Robert avait raison en pensant que Steven avait essayé de les tuer. Ils ont commencé à examiner cette affaire de plus près. Les policiers ont de nouveau interrogé les témoins de ces événements et ont également vérifié minutieusement les rapports de cette affaire. Il s'est avéré que Steven avait réussi à se libérer de la voiture en train de couler assez rapidement, car il avait un couteau dans sa poche avec lequel il avait coupé les ceintures de sécurité. Lors de sa dernière visite chez son médecin de famille, Robert avait exprimé ses doutes concernant cet accident. Il avait mentionné qu'il avait remarqué un antivol de volant dans la voiture, que Steven avait ensuite utilisé pour briser la vitre de la portière. Robert avait été surpris de trouver un tel antivol dans la voiture, car c'était un véhicule très moderne, équipé d'un immobilisateur, rendant ce type de dispositif superflu. Steven avait utilisé cet antivol après l'accident pour briser la vitre de sa portière et sortir de la voiture. Mais pourquoi n'avait-il pas fait de même pour les vitres des autres passagers? Il aurait certainement été plus facile de briser une vitre avec l'antivol plutôt qu'en la frappant avec son pied. Les policiers ont de nouveau parlé aux personnes qui avaient été témoins de tout l'incident. Et selon leur dire, Steven, juste après être sorti de la voiture, était monté sur le toit de la voiture, ce qui a fait qu'elle a commencé à couler plus rapidement. Les gens sur la rive lui criaient de descendre de la voiture, car cela ne faisait qu'accélérer le naufrage de la voiture. Mais il a fallu un moment avant que Steven descende du toit. Il faut aussi se rappeler que les examens médicaux qu'il avait subis ce jour-là à l'hôpital n'avaient rien révélé. Il n'y avait aucune explication médicale à ce qui lui était soi-disant arrivé. Une autre chose suspecte était que Steven avait souscrit une assurance supplémentaire pour cette voiture. Lors de la location du véhicule, il avait décidé de souscrire une assurance en cas d'accident. Lorsqu'il avait précédemment loué une voiture dans la même agence, il n'avait jamais souscrit d'assurance supplémentaire, seulement dans ce cas précis. L'arme avec laquelle le couple de retraités avait été tué avait été volée à un homme vivant dans une ville près de Seaham, la ville où vivait Steven. Elle avait été volée quelque temps auparavant et la seule explication plausible pour qu'elle se retrouve à Seaham était que Steven était celui qui avait volé cette arme. Tout cela ne pouvait pas être une coïncidence. Robert avait raison. Leur fils avait essayé de leur ôter la vie, mais ses plans avaient probablement été contrecarrés par les témoins qui se trouvaient à ce moment-là près du canal. S'il n'y avait eu personne, il n'aurait probablement pas essayé de sauver aucun des membres de sa famille. Cette fois-là, il n'avait pas réussi. Mais 3 mois et demi plus tard, il a été plus efficace. Après avoir rassemblé toutes les informations sur ces 2 événements, 8 jours après avoir ôté la vie à ses parents, la police a arrêté Steven. Lors du procès, qui a commencé en février 2013, en plus de toutes les preuves précédemment recueillies, un possible mobile de ce crime a également été présenté. Bien sûr, il s'agissait d'argent. En fait, après la mort de Leslie, Steven était devenu le seul héritier de Patricia et Robert. Ils avaient modifié leur testament, dans lequel ils lui léguaient tout ce qu'ils possédaient.
Steven leur avait promis que s'il leur arrivait quelque chose, il s'occuperait de Daniel. Sachant cela, ils pouvaient tranquillement lui léguer tout leur patrimoine. La maison dans laquelle ils vivaient valait 230 000 livres, et Steven savait exactement à quoi il pourrait consacrer cet argent. Au moment où ce crime a eu lieu, il était sans emploi, ce qui n'était pas inhabituel dans son cas. Mais l'homme voulait changer cela et une occasion s'est présentée. Dans la ville où il vivait, il y avait un pub, et son propriétaire envisageait de le vendre. Steven a alors pensé qu'il pourrait devenir le nouveau propriétaire de ce lieu. Il en avait déjà parlé avec le propriétaire de ce pub, et il s'était même mis d'accord pour que Steven lui achète ce local. Cependant, le propriétaire ne savait pas qu'il n'avait pas les moyens suffisants pour un tel achat. Son compte bancaire contenait environ 5 livres. Sa situation financière ne pouvait changer que si quelque chose arrivait à ses parents. S'il mourait, il hériterait de leur maison et de toutes leurs économies. Cela lui permettrait probablement d'acheter le pub de ses rêves. Steven n'a pas avoué avoir tué ses parents. Il a témoigné qu'il avait effectivement emprunté la voiture de son beau-frère ce jour-là et qu'il était allé à Manchester, mais qu'il devait y aller pour acheter des substances pas tout à fait légales. C'était aussi la raison pour laquelle il ne l'avait pas avoué plus tôt. Cependant, les jurés n'ont pas cru à ses assurances. Steven mentait depuis le début, et ce n'est que grâce au travail de la police que tous ces mensonges ont été révélés. Après avoir discuté et examiné les preuves et les arguments pendant 18 heures, les jurés ont conclu que l'accusé était coupable du meurtre de Patricia et Robert, ainsi que d'une tentative antérieure de leur ôter la vie. Il a été condamné à une double peine de réclusion à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle, seulement après avoir passé 40 ans en prison. Étant donné qu'au moment du crime, Steven avait 46 ans, il ne sortira pas de prison avant l'âge de 86 ans. Ok, chers abonnés, c'est la fin de cette histoire. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration poignante. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.